Donc, évidemment, les structures mathématiques, s'il n'y avait pas de structuralisme, il n'y aurait pas de mathématiques, tout simplement. Donc, on a les ensembles qui vont donner la structure. Voici la structure d'une addition. Évidemment, l'économie est totalement structuraliste. Donc, la stabilité de l'euro va dépendre des structures de l'économie, entre ce qui est permis et autorisé. La comptabilité, qui n'est pas si vieille que ça. Les structures, les états financiers, les comptes de résultats, la comptabilité en deux parties, ça n'existait pas au Moyen-Âge, par exemple. Donc les grandes avancées qui se sont produites, notamment en comptabilité, ça a été avec des approches très structuralistes. L'art, vous doutez bien que Picasso va détester ça, hein. C'est tout le contraire d'un structuraliste. Voilà. Donc c'est le musée d'art contemporain de Castilla y León. L'architecture, encore une fois. Alors ça, c'est pas du fonctionnaliste. Ça, c'est vraiment dans toutes les villes américaines. Il n'y a pas tant que ça de raison. On structure par quartier, on va essayer de faire quelque chose qui fasse sens. Les énarques structurent toujours, je structure en 4 parties, mais structure toujours en 3 parties avec thèse, antithèse, synthèse. Donc c'est du pur structuralisme à la base. La pensée occidentale est quand même très structuraliste. Et là, l'organisation des quartiers est aussi structuraliste, bien sûr. D'accord ? Tous les buildings sont faits de manière organisée. La structuration des marques, c'est-à-dire on va inventer un mythe, et puis dès qu'on a inventé un mythe, bien entendu, on va le renforcer. Alors je ne vous dis pas, je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse comment on crée une marque vraiment toute pièce, et comment une identité, c'est une vraie identité de marque. La communication, alors ça c'est intéressant parce que L'Oréal a créé, vous vous rappelez le signifiant et le signifié, hein, je reviens un petit peu en arrière. C'est-à-dire, c'était Adriana Carambeu, la première pub pour L'Oréal, où on voyait Adriana Carambeu et elle disait « parce que je le vaux bien ». Ça voulait dire que la personne qui le recevait, connotation et dénotation positive, si j'utilise L'Oréal, je vais être bien. Je vaux Adriana Carambeu. Et ce qui est très intéressant, c'est que selon les pays, le signifiant et le signifié peut ne pas dire la même chose. C'est-à-dire, il y a des expressions ou des termes que vous pouvez dire en français que vous ne direz pas en américain ou inversement, ou dans une autre langue. Donc si vous regardez comment c'est traduit, j'aime beaucoup le Québec. Au Québec, anciennement très catholique, c'est parce que je le mérite. C'est pas Adriana Carambeu, c'est L'Oréal, je le mérite. Je suis une personne méritante. C'est la même chose ici d'ailleurs. Parce que vous le valez bien. Voyez. Quiz, si vous avez bien suivi la première partie de notre exposé, comment vous allez traduire dans diverses langues cette phrase ? Ben, c'est très intéressant parce que ça a été traduit, évidemment, repris par tous les journaux le lendemain. Et selon vous voyez, c'est pas selon le journal, selon les lecteurs, vous allez adapter le langage. C'est ça le structuralisme qui est extraordinaire. Ça vous dit aussi le langage, n'utilisez pas les mêmes termes si vous parlez à des dirigeants d'entreprise ou à des ouvriers. Et il n'y a rien de comment je dirais ça, il n'y a rien de mal à cela. C'est simplement que vous vous adaptez en fonction du public. Là, c'est très conservateur, El País, hein, parce que vraiment, je connais quand même un petit peu, traduire ça par ça, ça manque un peu de punch, là. Hein. Vous voyez ? J'aime bien l'italien. Eh bien, chacun s'est emparé et a retraduit.
Donc c'est ça le vrai structuralisme. C'est tout à fait autre chose que de la simple traduction ou adaptation. Les réseaux se sont structurés très fortement, les réseaux de relations. C'est tout le problème de la police actuellement, c'est d'essayer de retrouver comment se structurent les réseaux djihadistes. Quelque chose d'important. Alors, je voulais vous montrer en recherche quelque chose qui m'a été demandé. C'est un mandat, non, c'est pas ça que je vais faire, un mandat par le musée. C'est bon, j'allais, merci beaucoup. C'était un musée qui m'a demandé, c'était le musée olympique de Lausanne, tout simplement, qui a demandé comment restructurer l'image du musée. C'est quand Samaranch est parti, ça a été repris par un nouveau directeur, et il a dit je veux restructurer cette image. Mais l'idée qu'il donnait du musée était complètement fausse. Donc je suis repartie cette fois sur le terrain avec des observations et essayer des interviews, mais très objectives, j'étais externe. J'étais bien dans un pôle. Et j'ai trouvé que le musée avait 3 dimensions, selon les visiteurs, point de vue des visiteurs, en représentation. Donc je suis vraiment dans la mythologie de Lévi-Strauss, j'applique vraiment la méthode. Une mémoire réappropriée et une production expérientielle. Et que tout ça avec des verbatims, c'est de l'induction pure, et que l'espace à réapproprier avait 3 dimensions ou observables, une vision globale, parce que c'est vrai que c'est un musée qui est en haut d'une colline absolument magnifique, une appropriation, parce qu'on vous laisse utiliser, il y a des jeux où vous pouvez toucher ce qu'est un anneau olympique, enfin bon, etc., et un espace de vie. Parce qu'il y a des jardins, Après, la mémoire réappropriée, c'était très intéressant parce qu'on avait également la manière dont les personnes voyaient le musée, c'était « Ah oui, je me souviens, en telle année, voici ce qui s'est passé ». Donc en fait, ils ne cherchaient pas vraiment à apprendre, il y avait très peu qui cherchaient des choses à apprendre, il y avait un enrichissement, oui, mais c'était plutôt réactiver sa mémoire, ce que vous n'auriez pas dans un musée d'art. Et puis, la nostalgie. Ah oui, je me souviens, en 68, ces coureurs américains qui ont fait ce geste. Et après, de l'expérience complète, c'est-à-dire la surprise. Vous arrivez dans ce musée, vous passez sous un porche qui est en fait la hauteur du saut que passe un sauteur. Et là, vous êtes d'entrée de jeu, vous voyez à 2 mètres de haut, vous dites, il saute haut quand même. Vous savez que vous rentrez chez des surhommes. L'émotion, parce qu'il y a des beaux passages, un bel escalier, et l'esthétique. Et on est revenu avec cette vision totalement structurée de ce qu'était le musée olympique, qui n'était pas du tout, enfin, il est resté le directeur en disant ah, je ne savais pas que c'était ça. Parce que pour lui, le musée olympique, c'était simplement un ensemble de collections où il mettait les chaussures de tel coureur, le maillot de tel autre. Il exposait des produits. Et ce qu'on lui a présenté, c'est tout à fait toute la mythologie de ce que représente un musée olympique et l'olympisme. Ça s'est traduit comment, en fait, dans les faits ? Ils ont, alors après, il y a eu j'ai fait d'autres études par profil, ils ont vendu ça. En fait, ils ont organisé notamment leur site web en fonction de cette dimension. Le site web a été organisé avec, voilà, il y avait 6 pages qui reprenaient. Et à l'intérieur, par exemple, de l'enrichissement intellectuel, on pouvait aller dessus. Donc ils l'ont traduit d'abord en site web. Et après, ils l'ont traduit en espace. C'est-à-dire, ils ont... sur l'activation de la mémoire, ils ont mis plus. Par contre, le grand absent, on a été obligé de lui dire, c'est la drogue, le dopage n'était pas là. On l'a eu. Quand vous faites une analyse structuraliste, vous observez le réel. Donc vous risquez d'échapper certaines choses. Et c'est tout à fait par hasard, et avec une autre méthodologie, qu'il y a des personnes qui nous ont dit, des spécialistes quand même, c'est curieux, on ne parle pas du tout de dopage. Ouais. Mais à partir du moment où ces analyses reprennent la réalité, elles ne vont pas inventer, elles ne vont pas faire de propositions, vous comprenez ? C'est ça qui est à la fois très intéressant, et c'est là où Jean a
assez raison, c'est-à-dire, je dis assez parce qu'il reste encore 2 écoles, mais c'est très utile au départ, mais vous voyez aussi ce qui manque en fait quelque part. C'est quand même très fort qu'à aucun moment le dopage ne soit sorti comme étant une des dimensions structurant le musée olympique, qui se veut la représentation de l'olympisme. Je suis désolée, mais l'olympisme, même quand on a fait l'étude, c'est aussi le dopage, et c'est le fric, c'est l'argent. Et maintenant, en plus, c'est toutes les histoires qu'il y a eu derrière la... Mais oui, la fédération. Donc, si vous voulez, voilà ce que ça vous permet avec les forces et les limites. Vous voyez des dimensions que vous ne voyez pas avant, et vous ne voyez... mais ça ne fait apparaître que si vous êtes honnête, si vous êtes vraiment éthique, donc externe, que vous n'essayez pas d'influencer. C'était quelle année j'ai fait ça? Il doit y avoir 10 ans. Oui, non, pas tout à fait 10 ans, 8 ans à peu près. On parlait pas du tout de ça. On parlait... Non, bien sûr. On n'en parlait pas, c'est pas du tout maintenant, ça serait ressorti, bien sûr. Non, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que comme on essaie d'être très objectif, on est avec le pôle objectif, on ne peut pas, en tant que chercheur, se permettre de dire des choses que l'on ne voit pas. Donc la sociologie, bien sûr, c'est les représentations comment ça se passe. La religion, on a beaucoup d'études qui suivent le texte, qui ne cherchent pas du tout d'interprétation ou de... La littérature, où l'on va avoir des pans entiers de littérature qui sont sur la grammaire, la syntaxe, la rhétorique. Et la psychologie, où on dit qu'il y a quand même des systèmes sous-jacents qui structurent, des structures familiales, par exemple, qui vont induire... Mais tout ne marche pas vraiment. Par exemple, on a essayé de dire, quand les premiers attentats sont arrivés en psychologie, on a dit de manière structurelle, c'était très structuraliste comme approche, les jeunes de banlieue ont perdu leur identité, notamment l'identité paternelle. Donc, comme ils n'ont pas la structure familiale avec l'identité paternelle, ils vont prendre le premier gourou qui passe. Et donc, dans la structuration, comme il y a le manque de repères, je vous parle au début, manque de repères de l'État, il va y avoir des structures qui vont être des structures simples de haine, haine du juif, haine de Charlie, etc. Et puis, pas de chance, les attentats suivants, c'était pas dirigé spécialement ni contre des juifs, ni contre des dessinateurs, et c'était fait par des jeunes qui avaient eu des pères à peu près normaux et des familles. Donc tout ce qui semblait structurellement être dit, patatras, il faut trouver autre chose. Donc voilà, c'était... Bien sûr qu'on est tous structurés avec notre identité, l'identité qu'on a eue, donc c'est ça qui est intéressant. On peut faire la structure de votre nom de famille, vous prenez vous, votre frère, vos neveux, vos nièces, vous les retrouvez, les points communs qu'il y a. Tout le monde peut avoir des métiers différents, des personnalités différentes, mais structurellement, il va rester un même fond et en plus qui va se transmettre ensuite, bien sûr. Donc c'est ça le structuralisme, mais on ne peut pas tout faire avec le structuralisme, c'est clair. Donc les apports, c'est potentiellement universel, comme la précédente. On peut expliquer les choses par et pour elles-mêmes. Musée olympique, plouf, comment il est vu par les personnes. Vision globale, ça permet d'avoir une nouvelle perspective. C'est exactement ce que disait Hamed, on a une perspective. Et en faisant du structuralisme, ça permet de poser sur papier et d'avoir une vision objective, notamment. Et les limites, c'est évidemment, en faisant ça, on n'a pas l'histoire, l'évolution. Donc ça fait des batailles énormes entre personnes qui veulent tout expliquer par l'histoire et d'autres qui disent non, mais voilà ce qui se passe à l'époque actuelle. On ne regarde pas, comme dans la précédente, puisqu'on ne regarde pas l'individu, comment il peut influencer la structure, et on ne sait pas comment ça se transforme. Et pourquoi tout le monde, tous les éléments font partie d'une structure. C'était le problème, quand je vous ai montré le dopage, n'était pas dans ma structure. Après structuralisme, on a donc eu des critiques virulentes. Piaget, qui a montré, on va en parler tout à l'heure dans l'approche suivante,
les stades d'évolution, justement, des personnes. Donc il n'y a pas une vérité absolue. Ils disent, mais non, tout est relativisé par l'action de l'être humain. Et la déconstruction de Derrida, qui est un auteur extraordinaire, puisque on a regardé, par exemple, il déconstruisait tout. Mauss avait écrit le don, le contre-don, enfin les échanges sur le don. Et Derrida dit, le mot don, tout le monde donne et reçoit. Je donne un cadeau, on m'en renvoie un, je vous offre une bière, vous m'offrez un verre de vin, etc. Le monde entier fonctionne. Vous ne pouvez pas recevoir sans rendre. Et lui, il dit, ben non, le vrai don devrait s'ignorer. Sinon, ce n'est pas un don, c'est un échange. Alors ça, c'est du Derrida. Et Derrida arrive à dire, arrêtez de structurer tout avec des mots, parce que moi, je vous déconstruis le mot, voilà. Et c'est vrai. Si vraiment on est des donneurs, on est anonyme, on n'a pas besoin de le dire. Voilà.